Bonjour. Section 3. Les tests de procédure et la fixation du risque de contrôle. 3.1. Les tests de procédure. D'après le paragraphe 22 de l'ISA 330, l'auditeur est tenu de mettre en œuvre des tests de procédure lorsque dans son évaluation du risque, il présume que les contrôles fonctionnent efficacement ou lorsque des contrôles de substances seuls ne fournissent pas d'éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions. L'objectif de réalisation de ces tests est de réunir des éléments probants suffisants et adéquats, indiquant que les contrôles fonctionnent efficacement au moment pertinent au cours de la période visée par l'audit. Les tests sur les contrôles, appelés aussi tests de procédure, désignent les tests permettant d'obtenir des éléments probants sur l'efficacité de la conception et du fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne. Petit a. Nature des tests de procédure. D'après le paragraphe 80 de l'ISA 315, le système d'information relatif aux objectifs d'élaboration de l'information financière qui comprend le système comptable est constitué des procédures et de documents destinés à initier, enregistrer, traiter et présenter les opérations de l'entité et autres événements, et à suivre les actifs, les passifs et les fonds propres correspondants. Les systèmes de contrôle comportent le système de contrôle interne et le système comptable. Ces derniers correspondent les deux définitions suivantes. Le système comptable est l'ensemble des procédures et des documents d'une entité permettant le traitement des transactions aux fins de leur enregistrement dans les comptes. Ce système identifie, rassemble, analyse, calcule, caisse, enregistre, récapitule et fait la synthèse des transactions et autres événements. Le système de contrôle interne est l'ensemble des politiques et procédures, contrôle interne, mises en œuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables et l'établissement en temps voulu d'informations financières fiables. Les tests sur les contrôles sont effectués lorsque l'auditeur estime, d'après l'appréciation des risques, qu'il a effectué que des systèmes de contrôle existent, sont théoriquement valables et fonctionnent convenablement, ou bien s'il estime que les tests de substance sont insuffisants pour fournir des éléments probants suffisants et appropriés. En effet, et pour un contrôle donné prévu par les systèmes en place de l'entité auditée, l'intérêt de l'auditeur sera porté sur l'existence et la validité théorique conceptuelle du contrôle, l'efficacité du fonctionnement du contrôle, la permanence dans l'application du contrôle. Ces trois points devraient être cumulativement vérifiés pour pouvoir se servir du contrôle en question dans le cadre d'une approche système. De même, lorsque l'auditeur identifie des risques d'anomalies significatives dans les états financiers que l'entité n'a pas contrôlés ou pour lesquels le contrôle pertinent n'est pas adéquat, ou lorsque, selon le jugement de l'auditeur, le processus d'appréciation des risques de l'entité comporte une lacune importante, l'auditeur fait mention de ces lacunes du contrôle interne dans la communication des questions de gouvernance soulevées au cours de l'audit, voire la norme ISA 260, communication de points relatifs à l'audit avec les personnes responsables de la gouvernance. En effet, au terme des paragraphes 121 de l'ISA 315, lorsque l'auditeur identifie des risques d'anomalies significatives que l'entité n'aurait pas sous contrôle ou pour lesquels les contrôles mis en place sont inadéquats. Aussi, selon son jugement, il existe une faiblesse majeure dans le processus d'évaluation des risques par l'entité. Il inclut cette question dans sa communication des faiblesses apparues à l'occasion de sa mission et intéressant les personnes constituant le gouvernement d'entreprise. Voir la norme ISA 260, communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise. La communication à la direction des déficiences procédurales s'effectue en général par écrit dans le cadre d'un rapport dit lettre au conseil ou à la direction. Cette lettre ne se limite pas en principe à décrire les anomalies, mais aussi à recommander
les améliorations à coût raisonnable. En Tunisie, les commissaires aux comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont tenus légalement, en vertu du décret 87-529 du 1er avril 1987, de remettre une lettre. En pratique, la remise d'une lettre de direction est plus ou moins généralisée à toutes les missions de commissariat aux comptes. De même, au terme de l'article 15 de la loi sur la sécurité financière, modifiant l'article 3 de la loi 94-117, le commissaire aux comptes doit présenter dans ses rapports une évaluation générale du contrôle interne. Petit b. Calendrier d'application des tests de procédure. Le calendrier d'application désigne le moment de la mise en œuvre des procédés d'audit ou encore la période ou date à laquelle les éléments probants se rapportent. D'après le paragraphe 15 de l'ISA 330, l'auditeur peut mettre en œuvre des tests de procédure ou des contrôles de substance à une date intercalaire ou à la fin de la période. Plus le risque d'anomalie significative est élevé, plus il est probable que l'auditeur décidera qu'il est plus efficace d'appliquer des contrôles de substance à la fin de la période ou à une date proche de celle-ci, plutôt qu'à une date antérieure, ou de mettre en œuvre des procédures d'audit non annoncées ou inopinées. Par exemple, mettre en œuvre des procédures d'audit dans des sites sélectionnés sans annonce préalable. Par ailleurs, la mise en œuvre de procédures d'audit avant la fin de la période peut aider l'auditeur à identifier des problèmes significatifs très tôt au cours de l'audit et donc à les résoudre avec l'assistance de la direction ou à développer une approche d'audit efficace en réponse à ces problèmes. Lorsque l'auditeur met en œuvre des tests de procédure ou des contrôles de substances avant la fin de la période, il apprécie la nécessité de recueillir des éléments probants additionnels pour le restant de la période. Lorsque l'auditeur s'interroge sur le moment de mettre en œuvre des procédures d'audit, il prend également en compte les points suivants. L'environnement de contrôle, le moment où l'information pertinente est disponible, par exemple des fichiers informatiques peuvent être effacés par la suite, ou des contrôles physiques peuvent avoir lieu seulement à certains moments. La nature du risque, par exemple un risque de surévaluation des produits d'exploitation pour satisfaire les prévisions de bénéfices par la création postérieure de faux contrats de vente. L'auditeur peut souhaiter examiner les contrats en cours au dernier jour de la période. La période ou la date sur laquelle portent les éléments probants. Après cette date, par exemple, le rapprochement entre les états financiers et la comptabilité et l'examen des ajustements enregistrés lors de l'établissement des états financiers. S'il y a un risque que l'entité ait indûment comptabilisé des contrats de vente ou que des opérations n'aient pas été achevées à la fin de la période, l'auditeur met en œuvre des procédures en vue d'apporter des réponses à ce risque spécifique. Par exemple, lorsque des opérations sont individuellement significatives ou qu'une erreur de césure des exercices peut conduire à une anomalie significative, l'auditeur vérifie normalement les opérations proches de la fin de la période. Parallèlement, le paragraphe 41 de l'ISA 330 apporte une grande nouveauté. Si l'auditeur prévoit de s'appuyer sur des contrôles qui n'ont pas changé depuis la dernière fois qu'ils ont été testés, il doit tester l'efficacité du fonctionnement de ces contrôles au moins une fois tous les 3 audits. La décision de l'auditeur de s'appuyer ou non sur des éléments probants recueillis lors d'audits précédents pour d'autres contrôles est une question de jugement professionnel. De plus, la durée de la période pouvant s'écouler avant de tester ces contrôles est aussi une question de jugement professionnel, mais ne peut pas excéder 2 ans. En pratique, l'auditeur se fixe un plan de rotation lui permettant de tester annuellement une partie de ces contrôles pour ne pas se trouver dans la situation de tester tous les contrôles au cours d'une même période et de ne rien faire durant les 2 années suivantes. S'il prévoit s'appuyer sur des contrôles ayant subi des modifications depuis la dernière fois qu'ils ont été testés, l'auditeur doit tester l'efficacité du fonctionnement de ces contrôles dans le cadre de la mission en cours. Si l'auditeur prévoit d'utiliser des éléments probants portant sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles recueillis lors des audits précédents, il doit recueillir des éléments probants pour savoir si des changements dans des contrôles spécifiques ont eu lieu postérieurement à l'audit précédent. Il doit recueillir des éléments probants montrant que de tels changements se sont produits
au moyen de demandes d'informations en association avec une observation ou une inspection, afin de conformer la compréhension de ces contrôles spécifiques. Le paragraphe 23 de la norme ISA 500 prévoit que l'auditeur mette en œuvre des procédures d'audit pour établir le caractère permanent de la pertinence des éléments probants recueillis au cours des périodes précédentes, lorsqu'il prévoit d'utiliser ces éléments probants pour la période en cours. Par exemple, lors de l'audit précédent, l'auditeur peut avoir déterminé qu'un contrôle automatisé fonctionnait comme prévu. Il recueille des éléments probants pour déterminer si des modifications dans ce contrôle automatisé ont eu lieu qui affecteraient son fonctionnement efficace et contenu, par exemple par une demande d'information auprès de la direction et par l'inspection des journaux d'intervention, log, indiquant les contrôles qui ont été modifiés. Le fait de prendre en considération les éléments probants portant sur ces modifications peut entraîner soit une augmentation, soit une diminution des éléments probants à recueillir durant la période en cours relativement à l'efficacité du fonctionnement des contrôles. Si l'auditeur prévoit de s'appuyer sur des contrôles qui ont changé depuis qu'ils ont été testés pour la dernière fois, il doit tester l'efficacité du fonctionnement de ces contrôles lors de l'audit en cours. Des changements peuvent affecter la pertinence des éléments probants recueillis au cours des périodes précédentes de manière telle qu'ils ne peuvent plus servir de base sur laquelle s'appuyer valablement. Par exemple, des modifications de système qui permettent à une entité de recevoir un nouveau rapport édité par le système n'affectera probablement pas la pertinence des éléments probants de la période précédente. A l'inverse, une modification du système qui implique que des données soient désormais cumulées ou calculées différemment l'affectera. Petit c. L'étendue des tests de procédure. L'étendue désigne l'aspect quantitatif d'un procédé d'audit particulier à appliquer, par exemple la taille d'un échantillon ou le nombre d'observations dans le cadre d'un procédé de contrôle. L'étendue d'un procédé d'audit est déterminée par le jugement de l'auditeur après prise en compte de l'importance relative, du risque évalué et du degré d'assurance que l'auditeur prévoit obtenir. En particulier, l'auditeur augmente habituellement l'étendue des procédés d'audit lorsque le risque d'anomalie significative s'accroît. Plus l'auditeur s'appuie sur l'efficacité du fonctionnement des contrôles pour son appréciation des risques, plus l'étendue de ces tests des contrôles sera grande. De plus, lorsque le taux de dérogation prévu pour un attribut donné augmenté, l'auditeur augmente l'étendue des tests du contrôle en question. L'utilisation de techniques de contrôle assistées par ordinateur peut permettre des tests plus poussés, des transactions électroniques et des fichiers électroniques de compte. Cependant, en raison de l'uniformité inhérente au traitement informatique, il ne peut que l'auditeur n'ait pas besoin d'augmenter l'étendue des tests portant sur un contrôle informatique donné. Pour réaliser ces tests, l'auditeur pose en général 3 questions. Qui effectue le contrôle? Quand ce contrôle est effectué? Quand il n'est pas appliqué? Comment le contrôle est effectué? Ces tests comprennent l'inquiring, interroger le personnel pour savoir qui exécute la procédure, l'observing, observer le personnel concernant l'application effective des procédures, l'inspecting, vérifier les documents et rapports pour déterminer comment la procédure est exécutée et les performances de contrôle, reperforming, refaire certains travaux et calculs par l'auditeur pour s'assurer que la procédure est correctement appliquée. Petit a, les tests de cheminement ou de conformité. Ces tests consistent à parcourir le circuit des documents depuis la naissance d'un document jusqu'à son enregistrement et son classement définitif, reconstitution d'opérations. Ces tests permettent ainsi de s'assurer de la bonne description des procédures, s'assurer que les contrôles VISA existent et sont matériellement apposés sur les différents documents. Pour la compréhension des procédures de contrôle, l'auditeur utilise des questionnaires ouverts. Petit b. Les tests de permanence. Ces tests viennent en deuxième lieu, une fois l'auditeur a bien compris les procédures et estime a priori qu'elles prévoient des points de contrôle efficaces, il va tester alors l'application de ces points forts à l'effet d'évaluer ces procédures.
Ces tests répondent aux questions: est-ce qu'un contrôle interne a existé et a fonctionné comme nous l'avons compris? Est-ce qu'un contrôle interne a été effectué en temps opportun, le timing? Est-ce que ce contrôle interne a été fondé sur des informations fiables? Est-ce que ce contrôle interne a permis de corriger les éventuelles erreurs? Est-ce que ce contrôle interne a concerné l'ensemble de la période, la permanence? Il existe deux types de contrôle interne. Contrôle interne préventif, c'est l'ensemble des sécurités mises en œuvre pour empêcher que des erreurs se produisent. Ce contrôle fonctionne en même temps que la réalisation des opérations. Il est matérialisé par des visas signatures. Exemple, rapprochement facture-bande livraison pour éviter des ventes effectives ou des livraisons non facturées. Contrôle interne de détection. L'objectif de ce contrôle est de détecter les erreurs résiduelles, éventuelles, malgré les contrôles internes préventifs qui pouvaient exister. Ce contrôle fonctionne après la réalisation des opérations. Il est matérialisé par des états, tableaux, études, rapprochements. Exemple, rapprochement mensuel entre quantité livrée et celle facturée. Pour l'évaluation des procédures, l'auditeur utilise des questionnaires fermés avec des réponses oui ou non. Les réponses négatives indiquent l'existence des faiblesses. À l'issue des tests, l'auditeur détermine les écarts par rapport à la procédure. Ces écarts peuvent être classés en deux catégories: faiblesse de conception, faiblesse d'application. Petit a, faiblesse de conception. Ces faiblesses concernent la cohérence des systèmes, par exemple conception générale du contrôle interne inadéquate, absence de séparation des tâches, dispositif inadéquat pour la sauvegarde des actifs. Les faiblesses d'application concernent une mauvaise application des procédures. Généralement, elles revêtent l'une des formes suivantes. Le contrôle est effectué par une personne non autorisée. Le contrôle n'a pas été effectué pendant un temps déterminé. Le contrôle est mal effectué. À l'issue de ces tests, l'auditeur dégage des écarts à la procédure qui sont appelés exceptions. Ces expressions écarts et exceptions sont préférables au terme erreur, car ces écarts n'indiquent qu'une possibilité d'existence d'erreur dans les états financiers. Exemple de test. Processus vente-recouvrement. Le test: sélectionner un échantillon de 50 bons de livraison et s'assurer que tous les bons de livraison sont facturés. Ce test permet de s'assurer de l'assertion d'exhaustivité des ventes. Deuxième test: sélectionner un échantillon de 50 factures de vente et s'assurer que toutes les factures sont appuyées de bons de livraison acceptés par les clients. La réalisation de ce test permet en même temps de s'assurer de l'assertion d'existence des ventes et de l'assertion des droits et obligations. Donc un seul contrôle peut fournir des éléments probants pour une ou plusieurs assertions. 3.2. La fixation définitive du niveau de risque lié au contrôle. Pour fixer ce niveau, il est nécessaire que l'auditeur identifie les risques d'anomalies potentielles, identifie les contrôles préventifs ou de détection relatifs à ces anomalies, obtenir l'évidence que ces contrôles sont efficaces, évaluer cette évidence et fixer définitivement le risque de contrôle. 1. Identifier les risques d'anomalies potentielles. Pour chaque processus, il existe des checklists énumérant les anomalies potentielles. L'auditeur utilise ces listes et sa connaissance de l'entité, y compris son contrôle interne, pour se fixer définitivement sur les anomalies qui peuvent avoir lieu. Par exemple, anomalie potentielle, marchandises livrées mais non facturées, le contrôle nécessaire, séparation des tâches, les bons de livraison doivent être pré-numérotés, rapprochement individuel entre factures et bons de livraison qui doivent être joints, test de contrôle, observer la séparation, vérifier que les bons de livraison sont pré-numérotés, examiner la correspondance. Un autre exemple d'anomalie potentielle, facture non comptabilisée. Le contrôle nécessaire: les factures sont pré-numérotées, les factures doivent être par ordre numérique. Le test de contrôle: vérifier que les factures sont pré-numérotées et s'assurer que le journal comprend la séquence numérique. 2.
Identifier les contrôles mis en œuvre pour prévenir et détecter ces anomalies. Pour chaque processus, il existe des checklists énumérant les contrôles nécessaires pour prévenir et détecter chaque anomalie. Si l'auditeur estime qu'un contrôle nécessaire n'existe pas ou n'est pas effectué, il doit d'abord et avant de conclure à l'existence de faiblesses, chercher s'il existe des contrôles compensatoires dont l'effet pourrait prévenir ou détecter l'anomalie. Dans l'exemple ci-haut, même s'il n'y a pas un rapprochement individuel, contrôle interne préventif, l'entreprise peut disposer d'un contrôle de détection équivalent en termes d'efficacité et consistant à la réalisation d'un rapprochement global mensuel entre quantité livrée et quantité facturée. 3. Obtenir l'assurance que ces contrôles sont efficaces. L'auditeur effectue un test généralement par sondage sur les documents et s'assurer que les contrôles sont effectués réellement. Petit 4. Évaluer cette évidence et fixer le risque de contrôle. Les procédures d'audit utilisées fournissent différents niveaux d'évidence d'audit ou d'éléments probants. Par exemple, vérifier les documents fournit une évidence documentaire. Réaliser un entretien fournit une évidence orale. Observer fournit une évidence physique. Si les différentes sources d'évidence convergent sur le fait que les contrôles sont effectifs, le degré d'assurance augmente, sinon diverge. Le degré d'assurance diminue. Si le nombre d'exceptions dégagées par les tests de contrôle excède le nombre toléré, le contrôle sera considéré comme non efficace. S'il est inférieur, le contrôle serait considéré comme efficace. La fixation définitive du risque de contrôle fait appel au jugement professionnel de l'auditeur, basé sur une analyse prudente des éléments probants obtenus à partir des tests de contrôle. La fixation du risque de contrôle tiendra compte également des composantes du contrôle interne, car ces composantes sont en interaction et neutralisent les effets réciproques. Une activité de contrôle peut être neutralisée par un mauvais environnement de contrôle. De même, une mauvaise procédure ou un mauvais système comptable peuvent être corrigés par un bon environnement de contrôle. Merci pour votre attention. Nous traiterons la prochaine fois la section 4, la détermination du risque de non-détection et les contrôles de substances, procédé de corroboration.